Il se tenait debout sur la pierre froide de la cour du monastère et ne sentait plus ses jambes. Au-dessus de sa tête, le matin était lourd, gris, immobile, comme si le silence lui-même le tenait prisonnier. Son manteau mouillé collait à ses épaules, sa capuche avait glissé sur le côté. Au loin, une cloche sonnait, brièvement, comme un avertissement. C'est ainsi que commençait le jour où sa vie devait prendre fin, non pas par la mort, mais par l'exil, honteux, éternel, sans droit de retour. Bonjour à tous. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui a commencé par une dénonciation, mais qui s'est transformée en châtiment pour tout un ordre. L'histoire d'un mot prononcé par envie qui est devenu une arme, et de la vérité née de l'humiliation qui a bouleversé l'ordre des choses. Avant de commencer, écrivez-moi d'où vous regardez cette vidéo. Je suis curieux de savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Je vous souhaite une soirée paisible et enrichissante. Bonne écoute. Au monastère Saint-Laurent, tout se décidait lentement. Le papier, l'encre, les sceaux, chaque détail était soumis à un rituel. Pour les novices, la vie se résumait à une succession de copies et de répétitions. Prière, travail, repas, puis à nouveau, prière. Thomas, le plus jeune des 12 élèves du scriptorium, s'était habitué à cet ordre. Il lui semblait que la monotonie était le chemin vers la pureté. Il n'était ni noble ni érudit, mais il possédait une patience rare. Il pouvait passer des heures à recopier des manuscrits usés, alignant les lettres avec la précision d'un maître joaillier. Ses frères aînés le taquinaient en disant qu'il voyait de la musique dans l'encre. Son frère aîné dans l'ordre, le père Rainer, était d'un autre tempérament. Autoritaire, rapide dans ses décisions, il était le favori du supérieur. On disait que Rainer avait un protecteur dans le chapitre à l'extérieur du monastère, un homme vers lequel tendait tout le clergé local. Thomas le respectait, mais le tenait à distance. La voix de Rainer trahissait toujours une certaine incertitude, cachée derrière une apparence de fermeté. Un jour d'automne, une étrange histoire éclata dans le scriptorium. En nettoyant la cellule de Thomas, un serviteur trouva sous son lit un morceau de tissu graisseux couvert de taches sombres. Rainer fut le premier à s'indigner, déclarant qu'il s'agissait de traces de péché charnel, une violation du vœu de chasteté. Au début, personne ne le crut, puis des témoins apparurent. Un frère dit avoir entendu des pas dans la cour des femmes pendant la nuit, un autre avoir vu une silhouette près du puits. Lors de la messe du matin, le supérieur annonça qu'une enquête avait été ouverte à l'encontre du novice. Thomas était pâle, mais restait silencieux. Il savait que la nuit où la violation avait prétendument eu lieu, il se trouvait dans la cour des dépendances, où il réparait un seau à la demande du cuisinier. Mais la parole du supérieur avait force de loi, et le silence était sa seule défense. Les jours suivants se transformèrent en une série d'interrogatoires interminables. Les frères, qui lui avaient non fait un signe de tête amical la veille au dîner, évitaient désormais son regard. Le silence régnait dans le réfectoire, et lorsqu'il passait, les cuillères s'immobilisaient au-dessus des bols. Personne ne voulait se trouver à côté de celui sur qui le péché avait été jeté. Le greffier de l'ordre enregistra la plainte et la transmit au chapitre. Rainer accompagna les documents d'une recommandation personnelle, soulignant que l'affaire devait être examinée au nom de la préservation de l'honneur du monastère. Mais Thomas n'abandonna pas. Il se souvint que cette nuit-là, le jeune frère Martin, muet de naissance mais observateur, était de garde à la porte des dépendances. Martin avait vu Thomas revenir avec un seau et des outils. Pour confirmer ses dires, il avait laissé une marque sur l'argile, un signe qu'il faisait à chaque fois que son service se terminait. Thomas trouva cette marque sur le mur de la cour, sous la mousse et la suie. Il apporta la pierre au bureau. Le supérieur y jeta un coup d'œil rapide et dit que ce n'était pas une preuve, mais une marque accidentelle.
Rainer se tenait à côté et acquiesçait. Thomas comprit alors qu'il ne s'agissait pas d'une accusation, mais de quelqu'un à qui sa présence dérangeait. Le troisième jour, il trouva dans les archives la liste des permanences et compara les signatures. Il s'avéra que cette nuit-là, Rainer aurait dû être à la chapelle, mais sa signature n'y figurait pas. Thomas nota cela, mais n'en parla à personne. Il ne dormait pas la nuit. Il faisait froid dans la cellule, les souris couraient dans la paille, et chaque bruit le mettait en alerte. Il sentait que son destin se jouait quelque part en haut, dans les murs, où les simples frères n'avaient pas accès. Pendant ce temps, des rumeurs de dépravation des mœurs se répandaient dans les environs. Les citadins venaient à la porte et murmuraient que les moines avaient depuis longtemps oublié la pureté, que leur monastère était devenu un refuge pour les riches oisifs. Rainer, en tant que responsable de la discipline, en profitait. Il organisait des repentirs publics et donnait l'exemple de la sévérité. Lorsque le chapitre fixa la date du procès, Thomas fut convoqué dans la salle où les murs étaient ornés de tapisseries représentant des martyrs. Devant lui étaient assis le prieur, Rainer et 2 conseillers invités. Sur la table se trouvait un dossier avec des sceaux et à côté, le morceau de tissu, désormais soigneusement déplié, comme s'il s'agissait d'une relique. On lui posa plusieurs questions sur la nuit de l'incident, sur ses responsabilités, sur ses relations avec les femmes des villages voisins. Il répondit calmement, mais comprit que l'issue était déjà décidée. Rainer conclut que même si la culpabilité n'était pas prouvée, elle était palpable. À la fin de l'audience, on lui a annoncé qu'il serait expulsé dans 3 jours, sans droit d'entrer dans un autre monastère. Le soir, Thomas était assis dans le scriptorium vide. Devant lui se trouvait le livre des dépenses, un gros livre relié en cuir. Il feuilletait les pages et remarqua soudain quelque chose d'étrange. En face des notes concernant l'achat de vinaigre de raisin, il y avait la signature de Rainer et la date correspondait à la nuit de l'accusation. À cette heure-là, il aurait dû être dans la salle de prière. Cela signifiait donc qu'il avait menti. Thomas prit le livre et l'apporta à son frère économe, un vieil homme nommé Godefroy. Celui-ci tourna les pages de ses mains tremblantes et marmonna qu'il avait remarqué depuis longtemps que Rainer effectuait des transactions à l'insu du supérieur. Le vinaigre n'était qu'une couverture, suivie de vin et d'huile coûteux, revendus à des marchands. Le lendemain, Godefroy avait disparu. Sa cellule était vide, ses affaires soigneusement rangées. Officiellement, on avait dit qu'il avait été transféré dans une autre maison. Mais Thomas comprit que le vieil homme avait été éliminé. Il rassembla tous les papiers et les cacha sous le plancher de sa cellule. Le lendemain, un homme vêtu d'une robe de voyage et portant l'anneau du chapitre arriva au monastère. Il se présenta comme un inquisiteur observateur et dit être venu pour inspecter la gestion du monastère. Personne ne s'attendait à cette visite, surtout le supérieur, qui devint visiblement nerveux. Rainer accueillit son invité froidement, mais poliment. Thomas observa depuis derrière une colonne. L'inquisiteur inspectait les greniers et les livres. Le soir venu, il s'approcha de lui et lui parla des faux registres. Celui-ci l'écouta sans répondre, se contentant de lui demander d'apporter des preuves le lendemain matin. Pendant la nuit, des bruits de pas se firent entendre dans le couloir. La cellule de Thomas fut ouverte, les papiers avaient disparu. À l'aube, on le conduisit dans la cour et on lui annonça qu'une nouvelle preuve avait été trouvée. Une lettre dans laquelle il aurait confessé son péché et demandé pardon. L'écriture était similaire, mais ce n'était pas la sienne. Une foule de moines s'était rassemblée devant la porte. Le supérieur prononça un discours sur la pureté et la trahison. Thomas se tenait la tête baissée jusqu'à ce que l'inquisiteur intervienne. Il déclara qu'avant de prononcer le verdict, il devait vérifier l'écriture avec les documents des archives. Rainer tenta de protester, mais l'invité insista. Quand ils furent partis, Thomas comprit que c'était sa dernière chance. Il se souvint que sur l'un des documents,
Rainer avait écrit la même date de sa propre main, mais avec un autre stylo, rare, à pointe métallique. L'écriture correspondait à celle du faux. À midi, l'inquisiteur revint avec les papiers. Le silence régnait dans la salle. Il annonça que la lettre était un faux. L'écriture appartenait au père de Rainer. Le supérieur pâlit. Rainer se précipita pour nier, affirmant qu'il avait été calomnié, que Thomas avait tout manigancé. Mais l'inquisiteur présenta également le registre comptable avec les signatures correspondant à ses heures de prière. Les moines se mirent à chuchoter. Rainer fut emmené en détention. Le supérieur annonça que l'affaire serait renvoyée devant le chapitre et que Thomas était acquitté. L'histoire semblait terminée. Mais le lendemain, le supérieur convoqua Thomas et lui dit que, malgré son acquittement, sa présence continuait de semer le trouble. Il lui proposa de partir de son plein gré. Thomas comprit que sa victoire n'avait rien changé, elle n'avait fait que révéler la pourriture. Il rassembla ses affaires et se dirigea vers la porte. Sur la route, l'inquisiteur le rattrapa. Il lui dit que le chapitre lui avait confié la direction provisoire du monastère jusqu'à la nomination d'un nouveau supérieur, et qu'il avait besoin d'une personne capable de conserver les archives et de détecter les mensonges dans les documents. C'est ainsi que Thomas, que l'on voulait chasser la veille, revint en tant que gardien des archives du monastère. Mais le véritable dénouement était encore à venir. Quand on découvrirait qui était réellement son sauveur et pourquoi la visite de l'inquisiteur n'était pas un hasard. Une semaine s'écoula. Le monastère semblait à bout de souffle. Dans le réfectoire, on mangeait en silence. La cloche sonnait plus doucement qu'auparavant. Rainer fut emmené sous escorte au chapitre de la capitale. Le supérieur, déchu de son pouvoir, était assis dans sa cellule, attendant la décision du tribunal. Deux nouveaux frères, envoyés par le bureau de l'Inquisition, montaient désormais la garde à la porte. Personne ne savait ce qui allait se passer, mais tout le monde savait que l'ordre de Saint-Laurent n'était plus ce qu'il était. Thomas vivait désormais dans l'ancienne chambre du scribe. Du matin au soir, il triait les archives, vérifiait les livres, nettoyait les anciennes écritures. Les papiers sentaient la poussière, l'humidité et la fumée de bougies. Parmi eux se trouvaient des lettres datant des années précédentes, des plaintes de paysans, des rapports sur les collectes, des listes de dons. Tout semblait familier jusqu'à ce qu'il tombe sur un paquet scellé, brisé mais encore lisible. Il portait deux lettres douloureusement familières, R.L. Il déplia prudemment le parchemin. C'était une lettre écrite de la main de Rainer. Il s'adressait à un certain bienfaiteur de Toulouse et lui demandait d'accélérer la nomination d'un auditeur de l'Inquisition, comme convenu. Il n'y avait ni date, ni signature du destinataire. Seulement un mot en bas, H. Thomas se figea. Les paroles de Godefroy lui revinrent à l'esprit. Rainer fait affaire avec des marchands du Sud. Mais qui était ce bienfaiteur de Toulouse? Et quel était le lien entre l'inquisiteur, arrivé soi-disant à l'improviste, et cette lettre? Il décida d'attendre. Chaque jour, il voyait l'inquisiteur dans la salle de réunion. Il parlait aux frères, vérifiait les livres, donnait des ordres. Thomas remarqua que l'invité évitait les regards directs, comme s'il savait quelque chose, mais ne voulait pas le dire. Un soir, l'inquisiteur lui demanda d'apporter d'anciens documents concernant des litiges fonciers. Thomas apporta le paquet et remarqua sur la table un livre ouvert du chapitre. Dans la marge, il y avait une note « Venir pour l'affaire Laurent, voir le décret H. Leroux ». Ces initiales correspondaient à la signature figurant sur la lettre. Thomas comprit que l'inquisiteur n'était pas venu sur une décision fortuite, mais sur ordre personnel de l'homme avec lequel Rainer était en relation. Cela signifiait que l'audit pouvait faire partie d'un accord et que sa propre justification était le résultat secondaire d'une lutte étrangère. Cette nuit-là, il mit longtemps à s'endormir. Une pensée le tourmentait.
Peut-être avait-il été utilisé à nouveau, mais d'une manière différente cette fois-ci? À l'aube, il se rendit dans la cour où il avait autrefois réparé le seau, là où tout avait commencé. La neige avait blanchi, les toits étaient recouverts de givre. Il s'assit sur le bord du puits et vit l'inquisiteur s'approcher de lui. Celui-ci lui dit qu'il connaissait son père. Thomas ne comprit pas tout de suite. L'inquisiteur déclara « Ton père était scribe au chapitre. Il a été exécuté quand j'étais encore enfant, pour avoir falsifié des lettres. Mais on a découvert plus tard qu'il était innocent. Il a sauvé la vie de mon oncle en cachant une lettre qui aurait pu lui coûter la tête. Je n'ai jamais oublié le nom de cet homme, Étienne Leroy. » Thomas pâlit. Étienne Leroy était son père. Personne au monastère ne connaissait ce nom. Il était arrivé ici sous le nom de Thomas de Saint-Val. L'inquisiteur sortit un parchemin de son pourpoint. Il y était écrit « Le novice Thomas est le fils d'Étienne Leroux, ancien scribe du chapitre, recommandé pour être formé dans l'ordre. » La signature était la même. H. Leroux. L'inquisiteur le regarda droit dans les yeux. « Je ne suis pas le bienfaiteur de Rainer. J'étais son ennemi. Il vendait les listes des candidats admis à la tonsure. Il vendait des places pour de l'argent. Il a essayé de rayer ton nom quand il a appris de qui tu étais le fils. C'est pour cela qu'il a inventé cette accusation. » Thomas resta silencieux. Ces mots lui transperçaient la mémoire. Tout ce qui semblait fortuit s'imbriquait désormais dans une chaîne. La dénonciation, la fausse lettre, les signatures falsifiées, tout cela faisait partie d'un même complot. L'inquisiteur déclara que les preuves avaient été réunies, mais qu'il fallait mener l'affaire à son terme. Rainer était jugé non seulement pour mensonge, mais aussi pour détournement de fonds. Et le chapitre exigeait une refonte de toute la structure administrative. Les jours suivants, Thomas a aidé à rédiger le rapport. Ils ont travaillé toute la nuit, vérifiant les registres, les cachets, les signatures. Pour la première fois, ils voyaient comment les chiffres et les dates pouvaient devenir des armes. Pas une épée ni un fouet, mais des lignes d'encre dont dépendaient des destins. Un mois plus tard, un courrier portant le sceau de l'archevêque arriva au monastère. La lettre annonçait que le supérieur était démis de ses fonctions et que l'inquisiteur était nommé recteur provisoire de l'ordre. Thomas devait, selon la décision du chapitre, devenir conservateur des archives et tenir la comptabilité de toutes les recettes. Cela signifiait un pouvoir, certes modeste, mais réel. Certains frères l'accueillirent froidement. Ils avaient l'habitude de le voir comme une victime, mais désormais, il était devenu un témoin dont dépendaient beaucoup de choses. Mais Thomas ne se vengea pas. Il fit simplement son travail, avec précision et calme. Au printemps, l'ancien abbé mourut sans avoir attendu le procès. Rainer fut reconnu coupable, déchu de ses fonctions et exilé dans un lointain refuge. Il semblait que justice avait été faite. Mais Thomas sentait qu'il restait une ombre. Un soir, il rencontra à nouveau l'inquisiteur, désormais recteur. Celui-ci lui dit que sa mission était terminée et qu'il partirait le lendemain. Il remercia Thomas pour sa détermination et lui dit que son père aurait été fier de lui. Thomas lui demanda pourquoi il avait fait tout cela. L'inquisiteur répondit simplement « Parce que je devais rendre la pareille à celui qui avait autrefois sauvé l'honneur de ma famille, et parce que l'ordre n'a pas besoin de personnes irréprochables, mais d'hommes honnêtes. » Après son départ, le monastère reprit vie. De nouveaux frères arrivèrent, d'anciens revinrent d'autres monastères. Les villageois recommencèrent à apporter du pain et du lait. Les rumeurs concernant le scandale s'éteignirent. Thomas sortait souvent dans la cour le matin. Le soleil se levait au-dessus de la tour, la cloche sonnait régulièrement. Il ne ressentait plus de peur, seulement une douce surprise. Comment la vérité pouvait-elle naître du mensonge? Il conservait dans ses archives un vieux livre de contes et ce morceau de tissu, rappelant à quel point l'honneur
peut facilement devenir une arme s'il n'est pas fondé sur la vérité. Parfois, des invités venèrent de la capitale. Ils s'intéressaient à l'avancement de la réforme de l'ordre et demandaient à voir les nouveaux livres. L'un d'eux, un jeune scribe, demanda à Thomas s'il était vrai qu'il avait autrefois été accusé de péché. Il répondit « C'était une épreuve, pas une honte. » Celui-ci nota ces mots dans son rapport. Plusieurs années passèrent. Thomas devint abbé. Il fut élu sans intrigue, simplement parce qu'il n'y avait pas d'autre candidat. Il n'aimait pas le pouvoir, mais respectait l'ordre. Sa première décision fut d'abolir les interrogatoires à huis clos au sein du monastère. Désormais, chaque accusation était examinée ouvertement, devant tout le monde. Il créa également un nouveau poste, celui de gardien de la pureté du vœu, qu'il confia au jeune frère Martin, celui-là même qu'il avait autrefois aidé en faisant son signe sur le mur. Martin était chargé de comptabiliser toutes les gardes de nuit. Depuis lors, il n'y eut plus de fausses dénonciations dans le monastère. Les gens des environs disaient que Saint Laurent était ressuscité. Un jour, Thomas reçut une lettre. Elle portait le même sceau que l'ancienne missive de Rainer, mais la signature était différente. La lettre disait « Que le souvenir de ceux qui se sont trompés serve de soutien à ceux qui cherchent la vérité. » Signé H. Leroux. Thomas tint longtemps la lettre entre ses mains. Il savait que son ancien protecteur occupait désormais le poste de conseiller de l'archevêque. Ils ne s'étaient pas revus depuis leur séparation. Mais cette lettre lui suffit pour comprendre que leur lien n'était pas seulement de la gratitude, mais quelque chose de plus fort. Il s'approcha de la fenêtre. Dehors, la neige tombait doucement. Les flocons blancs se posaient sur les toits, dans la cour, sur le puits, près duquel se tenait autrefois le novice condamné. Désormais, cette cour était un lieu de rencontre et d'étude. Les frères y recopiaient des manuscrits, les enfants du village y apportèrent de l'eau, et les religieuses du refuge voisin y apprenaient à lire. Il observait tout cela et sentait que le mal commis autrefois ne pouvait être effacé, mais transformé. Comme une erreur à l'encre, si on la remarque à temps et qu'on recopie la ligne. Le soir, il alluma une bougie et ouvrit le vieux parchemin contenant les notes sur son père. Sous la signature d'Étienne Leroy, il ajouta quelques mots. « La vérité n'appartient pas aux puissants. Elle naît chez ceux qui n'abandonnent pas. » Il mit la date, le 8e jour de février de l'an de grâce, 1482. La bougie s'éteignit. Dans l'obscurité, il ne restait plus que l'odeur de la cire et une sensation de paix. Ainsi s'acheva l'histoire du novice que l'on voulait chasser, mais qui finit par chasser le mensonge. Sa vie prouva que même dans un monde où la parole pèse plus lourd que l'épée, il est possible de défendre son honneur sans renier sa conscience. Et si vous avez écouté jusqu'à la fin, écrivez ce que vous pensez de cette histoire. Croyez-vous que la justice est possible sans l'épée, uniquement par la force des faits et des mots? Je serais curieux de lire vos réflexions. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle histoire. Après l'hiver, le printemps chaud est arrivé. Pour la première fois depuis de nombreuses années, les champs autour du monastère se sont couverts de verdure. Les gens sont revenus à la terre, ils ont cessé d'avoir peur d'aller demander conseil et aide aux moines. Le nouvel ordre établi par Thomas s'est avéré simple, moins de peur, plus de considération. Toutes les décisions étaient consignées par écrit et toutes les sanctions étaient annoncées ouvertement. Au début, les frères étaient perplexes. Pourquoi cela? La foi a-t-elle besoin de papier? Mais ils ont vite compris que ce n'était pas le papier qui protégeait, mais la transparence. Personne ne pouvait plus cacher la calomnie derrière un sceau ou une parole de cour. Thomas se souvenait rarement du passé, mais parfois, dans ses rêves, il revoyait cette première nuit. Le sceau, la cour froide, le morceau de tissu sous le lit. Il se réveillait, s'asseyait à sa table et écrivait quelques lignes dans son journal.
il ajoutait toujours la phrase suivante : « La mémoire ne doit pas servir à la peur, mais à la réparation. » Avec le temps, des visiteurs venus de loin commencèrent à arriver au monastère. Certains cherchaient refuge, d'autres cherchèrent la connaissance. Parmi eux, apparut un jour une jeune femme vêtue d'un manteau gris. Elle apporta une lettre timbrée et demanda à rencontrer le supérieur. Thomas la reçut dans la bibliothèque. Elle se présenta comme étant Anne de Leroy, la nièce du célèbre inquisiteur. Elle était venue au nom du conseil pour remettre au monastère des copies d'anciennes archives concernant leur famille. Elle raconta qu'après la réforme de l'ordre, le chapitre avait décidé d'ouvrir une école d'écriture pour les enfants issus de familles pauvres, afin qu'aucun talent ne soit perdu en raison de l'origine. C'était une proposition de l'inquisiteur, approuvée après sa mort. Anne a remis à Thomas un mince dossier contenant des parchemins. Parmi eux, il a trouvé une page, un testament personnel. Si la vérité exige un témoin, ne le cherchez pas parmi les nobles, mais parmi ceux qui se taisent, mais qui gardent le secret. Thomas Leroy m'a montré que la conscience et la pureté sont deux choses différentes. La première est plus importante. Thomas resta longtemps assis, immobile. Ce n'était pas seulement de la gratitude, c'était la reconnaissance que même dans un monde hiérarchisé, la dignité humaine peut changer le cours de l'histoire. Il demanda à Anna de rester à l'école. Elle accepta. Les années passèrent. Sous sa direction, l'école devint un lieu où affluaient les élèves de toute la région. Certains apprenaient à lire, d'autres à recopier des manuscrits, d'autres encore à interpréter des textes en latin. Mais tous savaient que le directeur n'exigeait pas l'obéissance, mais la compréhension. Thomas les observait et souriait parfois. Il comprenait que le véritable pouvoir ne réside pas dans les ordres, mais dans la transmission du savoir. Quand il eut 60 ans, on commença à l'appeler le vieil homme Laurent. À cette époque, les disputes entre le clergé et les conseils municipaux reprirent dans les terres voisines. Les uns voulaient rendre au monastère leur ancien pouvoir, les autres voulaient leur retirer leurs terres. Des émissaires vinrent le voir pour lui demander de signer des pétitions, de soutenir tel ou tel parti. Il répondait toujours de la même manière : l'ordre ne doit ni défendre la richesse, ni détruire le pouvoir. Son rôle est de préserver la vérité. Certains le trouvaient naïf, mais le temps a prouvé que ses paroles resteraient gravées dans les mémoires. Lorsque la peste a frappé, le monastère de Saint-Laurent n'a pas fermé ses portes. Thomas a ordonné d'accueillir les malades, de nourrir les paysans et d'enterrer les morts sans rien demander en échange. Les habitants des villages voisins apportaient du pain et des médicaments. Personne ne demandait qui devait quoi à qui. Anna de Leroy prit alors la direction de l'école et la transforma en refuge. Les moines et les novices s'occupaient des enfants. Thomas fut le dernier à tomber malade. On le trouva dans la bibliothèque, assis à une table, une plume à la main. Devant lui se trouvait une page blanche sur laquelle il avait juste eu le temps d'écrire : « Si quelqu'un lit ceci, qu'il sache que la vérité ne peut être supprimée. » Il fut enterré dans la cour, près du puits, à côté de la vieille pierre marquée du signe de Martène. Les gens commencèrent à venir là simplement pour s'asseoir en silence. Au fil des ans, son tombeau est devenu un symbole non pas de punition, mais de purification. Le jour de la commémoration de Saint-Laurent, les frères accrochaient une toile blanche au-dessus de la porte, signe non pas de repentance, mais d'honnêteté. 100 ans plus tard, les chroniqueurs écrivaient : « Le monastère de Saint-Laurent est devenu célèbre non pas pour sa richesse, mais pour son ordre. » On disait que ses murs ne se souvenaient pas des noms des pécheurs, mais de ceux qui n'avaient pas eu peur de dire la vérité. Aujourd'hui, plusieurs siècles plus tard, cette histoire ressemble à une simple légende. Mais quand on lit les archives du monastère, on se rend compte que tout cela s'est réellement passé. C'est à cette époque qu'est née l'idée
qu'une accusation sans preuve est un péché contre la vérité. Plus tard, cette pratique a donné naissance aux règles des tribunaux monastiques dans toute l'Europe. Thomas le Roi est resté dans les chroniques comme fils de scribe et gardien de la pureté, bien qu'il n'appartenait à aucune famille noble. Son nom apparaît sur des documents de différentes années, écrits d'une écriture soignée, en lignes régulières, sans fioritures. Les scientifiques trouvent une particularité dans cette écriture, un léger allongement des lettres T et L. Ils disent que c'est l'écriture d'une personne qui ne se précipite pas et qui n'a pas peur du vide entre les lignes. C'est peut-être pour cela que son histoire a survécu à une époque où les ordres disparaissaient et où leurs livres étaient rebrûlés. Dans l'une des dernières listes, une courte phrase est inscrite dans la marge « Il a prouvé qu'un sanctuaire sans conscience n'est qu'une coquille vide ». Et si vous avez écouté jusqu'à ces lignes, cela signifie que vous ressentez la même chose que Thomas a ressenti autrefois. Parfois, la justice ne s'impose pas bruyamment. Elle s'impose discrètement, sous la forme d'une main qui sort un document de la poussière et dit « Voici la vérité ». Chaque fois que nous voyons un mensonge, il est important de se rappeler que n'importe qui, même la personne la plus insignifiante, peut devenir le gardien de la vérité. Je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cette histoire. Écrivez-moi ce que vous avez ressenti. Cette histoire vous a-t-elle davantage parlé de foi, d'honneur ou de simple courage humain? Je serais curieux de le savoir. Préservez la lumière qui est en vous et à bientôt.